Peut-être acquerrons-nous, dans une étude du jeu, les outils conceptuels nécessaires pour arriver à une compréhension originelle de la différence entre l'homme et le cosmos et de leur affinité. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon! Dernier épisode de Bleu Cinéma de la série de 5, pas le dernier épisode de tous les temps, le dernier épisode des 5 du dernier mois, de dernière journée de 2023, de décembre 2023, du mois de l'Avent, l'Avent est comme fini dans le fond, ça finit à Noël cette affaire-là, mais en tout cas, le mois de décembre pas fini, l'année pas finie, ça finit à soir. Fait que pour finir l'année en grand, on va y aller avec un texte. Le dernier texte des 5 là, de mes prolégomènes sur le jeu et le cosmos et la liberté. Fait qu'on finit avec un texte qui s'intitule « Poétiser, habiter, jouer ». En référence à un texte de Heidegger qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser ». Bauen, wohnen, denken. D'ailleurs, on va citer Heidegger un peu là-dedans. Écoute, on va y aller de même. Puis abonnez-vous à Bleu Cinéma. Important. Merci d'avoir resté jusqu'au dernier épisode. Ceux qui ont resté, puis ceux-là qui n'ont pas resté, c'est pas grave. Merci pareil. Merci pareil de ne pas être là. C'est important de ne pas être là des fois. Donc, on va y aller. Donc, poétiser, habiter, jouer. En exergue, j'ai une citation de Pierre Perrault qui va comme suit. Celui qui emprunte sa mémoire et le goût du pain s'engage sur la pente de l'aliénation. Bon, ça commence bien. Pour terminer ces réflexions pour le moins éparses et pour donner l'impression d'une conclusion, j'aimerais me tourner d'abord vers un texte de Gilles Thérien, nous venant de la sémiotique, pour ensuite tenter d'ouvrir sur des avenues plus concrètes et plus éthiques. Un texte qui s'intitule « L'effet paradoxal des images ». Un texte qui siège au sein d'un recueil de textes et de documents de recherche intitulé « Les images et les mots », écrit en 1996, il y a 27 ans, à mon âge. L'idée centrale est bien simple, à savoir que les images peuvent à la fois être porteurs d'un pouvoir fécond, mais aussi parfois d'un pouvoir dangereux, nuisible et même contrôlant. Le paradoxe se pose ainsi. Et pour le démontrer, Thérien prend un exemple bien simple. Il va parler de la météo. L'enjeu est de constater que la météo et ses radars sont immensément plus fiables et précis qu'une simple observation faite par soi-même des conditions météorologiques qu'il fait en temps réel dehors. Regarder la météo, que ce soit par le travers d'un écran de télévision ou de téléphone, permet de mieux connaître le temps qu'il fait que de le constater directement par le travers d'une fenêtre. Non seulement il n'est pas nécessaire de sortir dehors pour savoir le temps qu'il fait ici et maintenant, mais il est également possible de savoir le temps qu'il va faire demain, dans 3 jours et même en Sibérie à qui le veut bien. Nous pourrions prendre un autre exemple plus contemporain, soit le fait qu'il n'est désormais plus vraiment nécessaire d'être en la présence quotidienne de quelqu'un pour connaître sa vie et tout ce qui l'entoure. Il est devenu parfois étrange et même malaisant aujourd'hui de rencontrer des vieilles connaissances et d'hésiter à leur demander que sont-ils devenus depuis toutes ces années alors que nous savons très bien ce qu'il en est de tous ces détails grâce aux médias sociaux qui exhibent leur vie et son déroulement en presque temps réel. Thérien mentionne même la réalité virtuelle. Or, n'y a-t-il pas image plus évocatrice de ce remplacement de la réalité par des images que cet Oculus Rift, étrange qui altère totalement, bien que temporairement, notre perception directe du monde extérieur? Est en jeu ici, le plus clairement, cette ubiquité dangereuse, nuisible et contrôlante, puisqu'elle aveugle, mais aussi parce qu'elle éteint notre moteur imaginal. En effet, un trop plein d'images en vient à tuer notre faculté créatrice d'images, c'est-à-dire notre imagination. En fait, ce trop-plein, c'est ni plus ni moins l'hégémonie de l'image de cette société du spectacle actuelle. Ce qu'imposent ces modalités de consommation, c'est que des images fabriquées de la sorte deviennent des faits objectifs au même titre que s'ils étaient sortis tout droit de notre intuition.
La mise en image, nous dit Terrien, est de l'ordre de la création de faits nouveaux, qui prennent alors la place dans ma vie comme tout autre fait. J'en tiens compte et ce qui était une visualisation d'une prédiction fait maintenant partie de mes propres prévisions. C'est donc dire que cette pléthore d'images en vient à remplacer nos images et notre capacité, notre faculté à faire des images. Les conséquences sont graves. La paralysie de notre imagination n'est pas négligeable et non seulement notre imagination est en péril, mais notre mémoire aussi, signale Terrien. La fantaisie et l'amnésie sont les symptômes d'une névrose aliénante insidieuse. La citation de Pierre Perrault en exergue exprime très bien cette idée. C'est ce qui se produit sous le joug des modalités desquelles déboule le déluge d'images dont nous sommes bizarrement les victimes. Notre mémoire empruntée nous engage sur la pente de l'aliénation. Notre imagination est neutralisée et notre mémoire transformée en un réservoir d'images aux allures d'une banque de données gravées de modèles éthiques préfabriqués en fonction desquels il faudrait agir sans penser. Terrien se demande donc, comment alors retrouver contact avec ses facultés? Ne faudrait-il pas retourner en arrière, nier certains aspects du progrès technique dans la mesure où il n'est qu'un volet des activités de Big Brother? Cette tentation ne serait qu'un premier aveu de défaite. Il faut partir à la reconquête de la mémoire et de l'imagination. Un beau projet. Pour ce faire, Terrien passe par un récit du De Oratore de Cicéron, dont on ne peut laisser de côté pour comprendre ce qui se joue entre ces deux facultés. Cicéron rapporte l'histoire du poète Simonide, qui était venu chez le riche Scopas, roi de Sparte, pour lui chanter une ode. Simonide, pour embellir son poème, avait en même temps fait l'éloge de Castor et Pollux, jumeaux divins fils de Léda. Dans un élan d'avarice, Scopas dit à Simonide que s'il le voulait bien, il pouvait aller chercher la moitié de son dû aux dieux, puisque son poème ne lui rendait honneur qu'à moitié. C'est à ce moment que Simonide fut appelé à sortir dehors, sous prétexte que deux jeunes gens l'attendaient et voulaient lui parler. En sortant dehors, personne, alors qu'au même moment, le bâtiment où siégeaient Scopas et ses invités s'écroula. Les proches des victimes firent donc appel à Simonide pour identifier les corps broyés, étant le seul qui se souvenait où était assis tout le monde. En usant de sa mémoire, il put se rappeler l'ordre et la disposition de la salle. Pour Terrien, ce récit est très signifiant d'une part en ce qui a trait au pouvoir de la mémoire, mais aussi au rapport de celle-ci aux images et à l'imagination. Simonide, poète, évoque des images internes de lui-même, par lui-même. Il imagine Castor et Pollux qui ne sont pas présents, alors que Scopas, lui, ne souhaite pas entendre parler de ces convocations divines qui ne le concernent pas hic et nunc, ici et maintenant. Scopas refuse donc de payer en totalité Simonide qui, à ses yeux, s'est égaré dans son imaginaire au lieu de faire l'éloge de son hôte. Scopas ne croit pas aux images. C'est pour cette raison que les dieux le condamnent à mourir et sauvent le poète. Mais qu'en est-il de ces deux facultés, la mémoire et l'imagination? Contrairement à ce que la science cognitive tend parfois à le faire, la mémoire n'est pas un disque dur qu'on peut venir consulter exhaustivement et précisément. Cette conception pousse à concevoir la mémoire comme un outil mnémotechnique mort, alors qu'en vérité, la mémoire est un véritable cinéma intérieur. Simonide a d'abord dû s'imaginer la salle et les invités pour se les remémorer. La mémoire est d'abord un lieu, un topos, un lieu au sein duquel opère l'imagination. Terrien écrit « La mémoire est une matrice que l'imagination féconde de ses produits. La mémoire apparaît comme la principale source de fécondité qui lui viendra de l'imagination. » Le langage employé ici n'est pas insignifiant. Il est question d'un lieu, d'un topos, prêt à être fécondé par quelque chose, une faculté, l'imagination. Pour bien saisir le propos, nous pourrions user d'une métaphore fort éclairante pour la suite des choses. La mémoire est un sol que l'imagination vient labourer. L'imagination est un cultivateur ou un poète. Il est important de garder ces idées en mémoire lorsque viendra le temps de repenser notre rapport à l'habitation du monde. L'imagination a donc besoin d'un lieu pour opérer. Ce lieu, c'est la mémoire. Rappelons-nous ce que nous avons dit quant aux modalités spectaculaires qui nous sont mitraillées de la météo jusqu'à Facebook. Elle colonise la mémoire et neutralise l'imagination. Premièrement, en imposant des modèles moraux par un flux d'images ininterrompu
Et deuxièmement, en capturant par cette saturation le pouvoir de l'imagination à créer de nouvelles images. Par cet abus, la mémoire est asséchée et l'imagination emprisonnée. C'est donc ce qui arrive à l'imagination si le lieu de la mémoire est conquis par le pouvoir nocif des images externes préfabriquées. À ce point où la mémoire est aseptisée de la sorte, comme un disque dur, il est difficile de se porter à la rescousse de l'imagination, sachant que l'histoire de la pensée n'a jamais vu en l'imagination qu'une folle du logis ou une maîtresse d'erreurs et de fausseté. J'ai Malebranche chez Pascal. La mémoire doit donc demeurer un lieu fécond pour que l'imagination conserve un rôle créateur. Terrien nous dit, c'est justement l'imagination qui donne à la mémoire une forme, eidos, au sens grec du terme, une figure. La mémoire livrée à elle-même est une matrice stérile. Toute l'activité mémorielle s'organise sous l'inspiration de l'imagination. L'effet paradoxal des images, c'est en effet un trop-plein d'images qui mène à un appauvrissement imaginal, à une stérilisation de l'imagination. Par conséquent, il faut signaler que c'est ce spectateur consommateur boulimique typique de la société actuelle qui est victime de cet assèchement et qu'en réponse aux modalités spectaculaires qui l'accablent malgré lui, il n'estime plus à sa juste valeur l'image et l'imagination. D'abord parce qu'il en est gavé et ensuite parce qu'il est atrophié. La solution, nous dit Terrien, pour échapper à la destruction de sa vie intérieure et la déformation de ses actions, il faut avoir la sensibilité du poète et activer soi-même sa force imaginale. C'est le seul moyen, dit-il, de ne pas être foudroyé par Zeus. Cette sensibilité du poète, nous la retrouvons dans un autre texte du même recueil où il est question du théoros. Nous avons rapidement mentionné dans le premier texte, dans le deuxième texte, c'est-à-dire la deuxième semaine, ce qu'évoque le théoros. Le mot théoros vient du grec théorène, bien voir, théoria, contempler, mots qui sont aussi à l'origine du mot théâtre. Le théoros, c'est aussi un spectateur qui contemple. Il est, il nous dit, celui qui consulte un oracle, le sujet porteur d'une mémoria capable de témoigner de ce qui se passe dans les mystères auxquels il assiste, apte à recevoir l'oracle et à le transmettre à la communauté dont il est l'ambassadeur. Le théoros, c'est le poète. C'est celui qui voit bien les images dans son théâtre mémoriel intérieur. D'ailleurs, j'ai un épisode au complet de Bleu Cinéma sur le théoros et Agamben. Je pense que c'est l'épisode 47, si ma mémoire est bonne. 46, en tout cas. C'est ce que l'épisode s'appelle « Comment rien faire activement ». Il faut dès lors se souvenir comment Henriot pensait le jeu. Il le pensait par la métaphore. Il débutait sa réflexion par ces métaphores que nous entendons souvent dans le langage courant telles que « telle chose a du jeu »,« ce piston, cette porte a du jeu », etc. Ces métaphores évoquent les idées d'un espace pour se mouvoir librement. Quand un piston a assez de jeu, il peut bien fonctionner. Le jeu chez Henriot est donc pensé d'abord comme un espace mesuré. Notons l'adjectif mesuré. L'espace est mesuré par quelque chose. Une mesure est un acte. Henriot démontre chemin faisant que ce ne sont pas les objets ludiques, c'est-à-dire les jouets ou les jeux en tant que matériel, ni même les structures ludiques, c'est-à-dire les règles ou les jeux en tant que système, qui peuvent épuiser la question de ce qu'est le jeu. La seule chose qui arrive à bien définir le jeu, nous dit Henriot, c'est la praxis ludique, l'acte de jouer. Le jouer et cette pratique ludique est un acte de liberté au sein d'un espace. Il y a donc deux choses dans ce que nous pouvons réduire à une formule bien simple, telle que le jeu comme espace de liberté mesurée. Il y a d'une part l'espace mesuré et d'autre part la liberté qui mesure. Il y a le topos et les actions dans le topos. La praxis ludique est mesurante et elle mesure l'espace qu'il y a pour jouer. Henriot pose donc premièrement l'espace avant de, deuxièmement et finalement, conclure en disant que ce qui définit ou mesure le jeu, c'est la forme de pensée, l'attitude mentale, la conscience singulière de celui qui découvre dans ce matériel et dans cette structure des occasions ou des moyens de jouer. L'espace de jeu est a priori chez Henriot, et cet espace mesuré, c'est la mémoire. C'est un espace à investir, à mesurer et pour jouer.
La mémoire est un lieu, un topos que l'imagination vient féconder de ses produits. Au même titre que l'espace de jeu est prêt à accueillir le jouet, un acte de liberté qui mesure et féconde. Cet acte, cette praxis ludique, c'est évidemment l'imagination dont décrit Terrien. Alors que l'espace qui rend possible le jouet, c'est-à-dire l'imagination, c'est la mémoire. Cet espace, a priori, n'est pas du tout banal. Gilbert Durand, qui a d'ailleurs soulevé le même genre de paradoxe que Terrien, note également la dévaluation de l'imagination dans l'histoire de la pensée occidentale et prend fait et cause pour cette faculté qu'il estime avoir un rôle très important à la vie de l'homme. Pour Durand, l'imagination a une fonction euphémique. Durand écrit « Le sens suprême de la fonction fantastique, c'est-à-dire de l'imagination, dressé contre la destinée mortelle est donc l'euphémisme. C'est-à-dire qu'il y a en l'homme un pouvoir d'amélioration du monde. Mais cette amélioration n'est pas non plus vaine spéculation objective, puisque la réalité qui émerge à son niveau est la création, la transformation du monde, de la mort et des choses en celui de l'assimilation à la vérité et à la vie. Tous ceux qui se sont penchés d'une façon anthropologique, c'est-à-dire à la fois avec humilité scientifique et largeur d'horizon poétique, sur le domaine de l'imaginaire, sont d'accord pour reconnaître à l'imagination, dans toutes ses manifestations, religieuses et mythiques, littéraires et esthétiques, ce pouvoir réellement métaphysique de dresser ses œuvres contre la pourriture de la mort et du destin. C'est donc dire que perdre l'imagination, c'est tout perdre. Mais au-delà de cette fonction euphémique, l'imagination opère quelque part, dans l'espace. En effet, chez Durand, l'espace est la forme a priori de l'imagination. Non pas le temps, dont il niera le rôle formel quant à l'imagination, mais bien l'espace, forme a priori de cette faculté. Durand écrit avec justesse « L'espace devient la forme a priori du pouvoir euphémique de la pensée. Il est le lieu des figurations puisqu'il est le symbole opératoire du distancement maîtrisé. » L'espace a priori de l'imagination, c'est l'espace de jeu qu'Henriot pose dans son raisonnement métaphorique. Nous savons qu'il a fait d'ailleurs du jeu un véritable ethos, une manière d'être dans le monde, comme un gage de liberté et d'émancipation. Cet espace de jeu, c'est l'a priori de l'imagination. Et c'est en conséquence la mémoire dont parle Terrien. Il est difficile de ne pas entendre l'espace de liberté mesuré de Henriot, qui écrit « Distance mesurée pour qu'un jouet s'établisse », quand Durand dit « distancement maîtrisé ». Cette mesure est fondamentale. La mesure se révèle comme une habitation. Au dernier chapitre de son livre, Henriot se penche sur le rapport entre le jeu et la poésie, et paraphrase à cet égard un des vers très célèbres du poème In Lieb Lieberblau de Hölderlin en disant « C'est en poète que l'homme joue ». Voici les vers du poète allemand. Dieu est-il connu? Est-il manifeste comme le ciel? C'est là plutôt ce que je crois. Telle est la mesure de l'homme, plein de mérite, mais en poète, l'homme habite sur cette terre. Ce concept d'habiter, de dwelling en anglais, das Wohnen en allemand, est ici central. Il s'agit de questionner le rapport de l'homme avec le cosmos. Hölderlin parle d'une mesure. Et voici ce que Heidegger écrit. La poésie est cette prise de la mesure, à savoir pour l'habitation de l'homme. Dans le poème, en effet, aussitôt après la parole, telle est la mesure de l'homme, suivent les vers, pleins de mérite, mais en poète l'homme habite sur cette terre. Parce que seule cette mesure atteint, en le mesurant, l'être de l'homme. Car l'homme habite en mesurant d'un bout à l'autre le sur cette terre et le sous le ciel. C'est là que nous trouvons l'homme, entre la terre et le ciel. C'est le lieu où l'habitation se révèle. C'est l'espace où l'homme mesure, où il imagine, où il joue. L'espace a priori pour jouer, c'est cette terre qui ne demande qu'à être habitée avec mesure. C'est en mesurant que nous faisons acte de liberté et que nous nous émancipons. Et notre territoire mémoriel ne peut se restreindre à une ville banque de données ni à un quadrillage abrutissant. Il est un sol intérieur à féconder par la flore de notre imagination créatrice. Une fois notre mémoire et notre imagination reconquis, c'est le terrestre sous le ciel qu'il nous faudra reprendre. À l'ère du capitalisme annihilant, l'ère de la démesure et de l'incapacité d'imaginer autre chose que des calculs ou bien très justement des démesures d'ingénieurs médiocres, de propriétaires fonciers névrosés et de capitalistes schizophrènes,
Le temps est venu pour une remesure du sol et de l'espace. Bachelard écrivait que l'espace saisi par l'imagination ne peut rester l'espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Le jeu n'est pas indifférent. Au contraire, il est ancré dans la différence et dans la virtualité infinie de la liberté de l'homme. Jouer, c'est habiter. L'activité sérieuse est en quelque sorte interrompue par endroits, par des îles, d'un accomplissement non sérieux de notre vie, disait Fink. Habiter une île, un Ésos. Jouer sur le sol et sous le ciel, telle est la mesure de l'homme. Ne consistera jamais à raser des forêts, à creuser des mines et à polluer les nuages, puisqu'il ne faut jamais oublier que les dieux ont toujours le dernier mot. Et voilà. Voilà ce qui clôt mes prolégomènes. Et notre mois de Bleu Cinéma se termine ainsi. Donc, c'est le 31 janvier. On va fêter. Bonne année tout le monde. On se bouille une petite 50. Merci d'avoir été là pour les 5 épisodes, même s'il y avait peut-être pas grand monde, mais vous là qui étaient là, vous étiez là, présents, fidèles au rendez-vous. Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums, une bonne bouteille de vin. Fait que abonnez-vous à Bleu Cinéma. Je vais essayer d'être plus actif en 2024. Je devrais avoir peut-être plus de temps un peu. Mais je suis bien content d'avoir fait ça. J'espère que c'était bon. J'espère que c'était pas de la grosse merde. Mais je prends commentaires, suggestions, corrections, insultes. Je prends tout là. Fait que c'est ça. Puis oubliez pas, les textes, vous pouvez les lire sur mon Substack qui est en description en bas. Fait que si ça vous tente, là, toutes les notes de votre page, toutes les références, bibliographie, tout le kit, tout va être là. Fait que bonne année tout le monde. Je suis bien content d'avoir fait ça là. Je sais pas trop, Bleu Cinéma, c'est le fun. Yes sir, bonne année tout le monde. Bon party. Des amis, des chums, une bonne bouteille de vin. Hihi! Une bonne bouteille de vin. Des chums, des amis, des chums avec une bonne bouteille de vin.